9 secondes. C'est tout ce qui sépare un homme de son arrogance raciale et le sol froid d'une salle de sport en Californie. 9 secondes entre la provocation et le silence, entre le rire collectif et la reconnaissance forcée. Il n'y aura pas de deuxième round, pas d'excuses. Juste le son d'un corps apprenant la physique par la douleur et un public redécouvrant le sens du mot « respect ». L'horloge invisible a déjà commencé à tourner. Chaque seconde porte le poids de décennies de mépris, de stéréotypes validés dans des films bon marché, d'immigrants baissant la tête dans des rues hostiles. Mais aujourd'hui, sur ce tatami taché de sueur et d'ego, un jeune Chinois d'1,70 m va compresser toute la réponse nécessaire en moins de temps qu'il n'en faut pour lasser une chaussure. La promesse est dans l'air. Quelqu'un va apprendre quelque chose d'irréversible. L'année est 1964. Oakland respire la tension raciale comme un brouillard matinal. La guerre au Vietnam transforme les visages asiatiques en cibles de méfiance. Dans les académies de combat, les hommes blancs et noirs partagent à l'espace de compétition, mais s'accordent silencieusement sur une hiérarchie. Les orientaux ne combattent pas. Les orientaux imitent. Bruce Lee connaît cette croyance. Il l'a rencontrée dans chaque ville américaine, dans chaque regard de doute, dans chaque sourire condescendant lorsqu'il mentionne le kung-fu. Les professeurs de karaté le traitent de danseur. Les boxeurs le traitent d'acteur frustré. Les anciens militaires le traitent de représentant de l'ennemi jaune. Son école récemment ouverte attire les curieux, mais peu s'engagent. Les Américains veulent du spectacle, pas de la discipline. Ils veulent la confirmation de leur supériorité, pas une remise en question de leurs croyances. Et aujourd'hui, lors d'un entraînement ouvert, ces croyances vont se matérialiser. Bruce Lee n'a pas choisi ce moment. Le moment l'a choisi. Il démontrait simplement une technique de base du Wing Chun à 3 élèves débutants quand la voix a fendu l'air. Ce n'était pas un murmure, mais une déclaration publique. Les orientaux ne savent pas vraiment se battre. Ils ne font que de la danse et des trucs de film. La phrase porte le confort décontracté de la vérité sociale acceptée. Personne dans la salle ne proteste. Certains sourient. L'homme qui a parlé mesure 1,85 m, pèse 90 kg, a des mains de la taille de pelle. Ancien marine, pratiquant la boxe depuis 8 ans, respecté pour sa capacité à encaisser et à distribuer des coups. Il n'est pas nerveux. Il s'ennuie face à la facilité anticipée. Bruce Lee pourrait ignorer, pourrait sourire diplomatiquement, pourrait franchir la porte et préserver son après-midi. Mais la porte est déjà fermée par la présence de témoins. Reculer validerait la sentence. L'académie occupe un entrepôt rénové dans le quartier industriel d'Oakland. Des murs en briques apparentes, peints en gris délavé, de hautes fenêtres grillagées qui filtrent la lumière de l'après-midi en lames obliques. Le plafond est haut, traversé par des poutres en bois sombre, d'où pendent 5 sacs de frappe sur des chaînes rouillées. Le sol est un tatami caoutchouté bleu foncé, marqué par des années de sueur et d'impact. Il y a un ring improvisé dans un coin, des cordes rouges tendues sur des poteaux de bois. Une odeur dense de liniment, de vieux cuir et de testostérone. 3 grands miroirs sur le mur ouest reflètent les mouvements et les postures. Une fontaine à eau industrielle ronronne constamment. Des affiches délavées de Muhammad Ali et Joe Louis observent depuis des cadres tordus. C'est un territoire masculin, hiérarchique, où les réputations naissent et meurent par le contact physique. La force parle ici plus fort que les diplômes. Il est 16 h un jeudi. Heure d'entraînement libre où les habitués partagent l'espace avec les curieux. 12 hommes occupent pour la salle. 8 sont blancs, 3 sont noirs, un est Bruce Lee. La température intérieure est plus élevée que celle de la rue. L'air est lourd de respirations superposées. Certains travaillent avec les sacs de frappe avec un rythme mécanique. 2 font du sparring léger sur le ring, des gants énormes produisant un son étouffé d'impact contrôlé. Le propriétaire de la salle, un homme grisonnant de 50 ans au nez cassé 3 fois, observe depuis un banc, les bras croisés. Il n'intervient pas dans les défis spontanés. Intervenir serait admettre que son espace ne peut réguler sa propre hiérarchie. Il observe donc, témoin professionnel d'ego, en collision. La radio dans le coin diffuse du rock à bas volume, une guitare distordue rivalisant avec le bruit des impacts contre le cuir. Bruce Lee est au centre du tatami, démontrant une séquence de Pak Sao et Lop Sao. 2 élèves sont sino-américains, la vingtaine, attentifs, leurs carnets ouverts notant des termes en cantonais. Le 3e est blanc, 32 ans, professeur fasciné par les arts martiaux. Bruce porte un pantalon de coton noir, un t-shirt blanc simple, pieds nus, sans uniforme traditionnel, sans ceinture. Ses mouvements sont économes, précis, accompagnés d'explications en anglais légèrement accentuées. Il démontre comment rediriger la force au lieu de la bloquer frontalement, comment utiliser la structure corporelle plutôt que le muscle isolé. Sa voix est calme, didactique. Il ne se présente pas comme un guerrier,
mais comme un ingénieur du mouvement humain. Cela dérange certains présents. Les combattants américains attendent une posture martiale, autorité vocale, démonstration de puissance, intimidation rituelle. Bruce Lee ressemble plus à un professeur de physique qu'à un redoutable combattant. L'homme qui va le défier s'appelle Frank. Nom de famille hors sujet, identité diluée dans l'archétype. Frank a 31 ans, travaille sur les chantiers navals, boit de la bière le vendredi, ignore ses voisins non blancs. Il a servi 3 ans dans les Marines, en est revenu avec des histoires d'Okinawa et un mépris fonctionnel pour les Asiatiques. Ce n'est pas un monstre, c'est un produit de son temps. Il croit sincèrement que la race détermine la capacité physique. Il n'a jamais vu d'Asiatique sur un ring professionnel ou un terrain de football américain. Sa croyance a une validation empirique dans son univers limité. Il boxe depuis 8 ans, possède une bonne défense et un direct puissant. Il a gagné 4 combats amateurs. Il est compétent. Et une compétence moyenne alliée à un avantage physique évident semble suffisante contre un instructeur chinois de 60 kilos qui parle trop doucement pour être dangereux. Frank termine une série de crochets sur le sac lourd et marche vers la fontaine. Ses pas sont lourds, intentionnels. Il boit sans hâte, regardant par-dessus le gobelet vers Bruce Lee. 2 collègues s'approchent. L'un chuchote quelque chose qui provoque un rire étouffé. Frank s'essuie la bouche d'un revers de main, fixe à nouveau sa cible. La distance est de 8 mètres, mais l'attention commence à se concentrer. D'autres pratiquants ralentissent, certains s'arrêtent. Tous connaissent cette chorégraphie sociale. L'homme alpha observe l'intrus, mesure le territoire, décide s'il va marquer sa position. Bruce Lee continue sa démonstration, mais sa voix baisse légèrement. Il perçoit le changement de pression atmosphérique. Un de ses élèves regarde vers Frank et baisse vite les yeux. La peur est contagieuse. Frank ressent cette peur, ce qui nourrit sa confiance. Il fait 3 pas vers le groupe, s'arrête, croise les bras. Ses muscles saillissent. La provocation commence de manière presque paresseuse. Frank ne crie pas, il commande juste assez fort pour être entendu. Les gens pètent pour apprendre ça? On dirait un cours de danse. Pause calculée. Certains rient, un rire nerveux de ceux qui veulent appartenir au clan des vainqueurs. Bruce Lee s'arrête au milieu de sa démonstration. Il ne se retourne pas immédiatement. Il respire profondément, puis se tourne lentement. Son visage est calme, sans colère visible. Cette sérénité irrite Frank plus que ne le ferait une réponse agressive. Il attendait de la peur ou de l'indignation. Il reçoit de la neutralité. Alors il monte d'un cran. Les Orientaux ne savent pas se battre. C'est du cinéma. J'en ai vu beaucoup à Okinawa. Beaucoup de spectacles. Aucun résultat. La phrase porte un poids historique. Ce n'est plus une opinion, c'est un témoignage militaire. Tout s'arrête dans la salle. Bruce observe Frank avec curiosité. Le silence dure 4 secondes qui en paraissent 20. Bruce Lee parle enfin d'une voix contrôlée. Les arts martiaux ne sont pas un spectacle, c'est de la science appliquée. Si vous avez un intérêt sincère, je peux vous expliquer les principes. La réponse est un désarmement verbal, une main tendue. Mais Frank ne veut pas de pont, il veut une validation publique de sa supériorité. Il rit, regarde autour de lui pour s'assurer d'avoir des témoins, puis répond « De la science ? Mon gars, le combat, c'est savoir qui frappe le plus fort et qui encaisse le mieux. Pas ton chi ou ton énergie mystique. » Il prononce « chi » avec un mépris exagéré, imitant un accent stéréotypé. 2 hommes rient trop fort. Bruce Lee ne détourne pas le regard. Ses élèves reculent involontairement. L'inégalité numérique est flagrante. Bruce est seul en territoire hostile. Le propriétaire reste neutre. Son silence dit « Réglez ça entre vous ». Frank fait 3 pas de plus. Il est à 4 mètres. Territoire critique où la conversation s'arrête et l'affrontement devient imminent. Bruce Lee ne recule pas, mais n'avance pas non plus. Il ajuste simplement sa posture latérale gauche, le poids réparti uniformément, la main droite libre devant le corps. Le mouvement est subtil, mais sans équivoque, pour qui comprend le langage corporel du combat. Il a accepté que le dialogue soit terminé. Frank interprète cela correctement et sourit. Il voit un homme plus petit, plus léger, dans une posture qui semble trop décontractée pour être défensive. Il voit une cible. Il verbalise ce que tous ont compris. « Montre-moi alors, Bruce Lee. Apprends-moi ta science. » Il accompagne cela d'un geste de défi. Les autres forment un demi-cercle instinctif, une arène improvisée. Personne ne se demande si cela doit arriver. Bruce fait un signe de tête à ses élèves. « Écartez-vous. » Frank retire son t-shirt trempé de sueur et le jette au sol. C'est le rituel masculin de préparation. Supprimer les obstacles, exposer les muscles, montrer que la situation est sérieuse. Son torse est large, sculpté par le travail physique et l'entraînement régulier. Une cicatrice traverse sa côte droite, souvenir de bagarre ou d'accident.
Il roule les épaules, secoue ses bras, échauffe ses poignets. Ce sont les mouvements d'un boxeur expérimenté qui connaît l'importance de la préparation. Bruce Lee ne retire rien. Il reste en t-shirt blanc et pantalon noir, pieds nus, relaxé. Cette asymétrie irrite encore Frank. Cela ressemble à du mépris, comme si Bruce ne jugeait pas nécessaire de se préparer. En réalité, c'est l'inverse. Bruce est toujours prêt. Sa posture n'est pas décontractée. C'est un état d'alerte constante. Des muscles souples réagissent plus vite que des muscles tendus. Frank interprète cette souplesse comme une vulnérabilité. Le cercle des spectateurs se referme sur un diamètre de 6 mètres. 10 hommes forment une paroi humaine irrégulière, les bras croisés ou les mains dans les poches, entre curiosité et attente de violence. Personne ne sourit plus. Le moment a transcendé la provocation pour entrer en territoire sérieux, où les os se brisent et les réputations s'effondrent. Le propriétaire de la salle se penche en avant, les coudes sur les genoux. Il a vu des centaines de ces confrontations. Il sait lire les signes. Quelque chose dans la façon dont Bruce Lee maintient son centre de gravité, la façon dont ses yeux ne s'illuminent pas, la façon dont sa respiration reste calme, alors que celle de Frank s'accélère, active un instinct d'alerte. Mais il n'intervient pas. Les hommes doivent apprendre par les conséquences. L'air dans le cercle semble plus dense, chargé d'adrénaline. Quelqu'un tousse nerveusement. La radio joue encore, mais personne n'écoute. Frank prend une garde de boxe orthodoxe. Pied gauche devant, genou légèrement fléchi, poids à 60% sur la jambe arrière. Garde haute, main gauche au menton, droite protégeant les côtes, coude serré. Le menton baissé, les yeux fixés sur le visage de Bruce Lee. C'est une posture solide, conçue pour défendre les directs et les crochets, tout en permettant une contre-attaque explosive. Bruce Lee maintient la position Baizhong du Wing Chun. Corps latéral gauche vers l'avant, réduisant la surface exposée. Main droite étendue sur la ligne centrale à hauteur du sternum de Frank. Doigts détendus mais près. Main gauche près de la hanche. Pieds écartés. Poids réparti. Les genoux fléchis maintiennent un ressort prêt à exploser dans n'importe quelle direction. Il ne regarde pas le visage de Frank. Il regarde son centre de masse, entre le sternum et le nombril. Le visage ment, le corps révèle l'intention. Frank réduit la distance en premier. Il glisse d'un pas vers l'avant avec le pied gauche, testant la réaction, espérant que Bruce recule. Bruce ne recule pas d'1 centimètre. Il reste enraciné, sa main droite toujours étendue, à 2 mètres du visage de Frank. Ce refus de reculer devrait être un avertissement, mais Frank l'interprète comme de l'entêtement ou de l'ignorance tactique. Il fait un deuxième pas, plus engagé, et lance un jab exploratoire du gauche. Ce n'est pas un coup de KO, c'est une mesure de distance. Le coup voyage en ligne droite vers le nez de Bruce Lee. Bruce ne bloque pas au sens traditionnel. Sa main droite bouge de 3 cm pour exécuter un Paksao, une claque de paume qui redirige le jab hors de la ligne centrale. Le mouvement est si économe que certains ne le voient même pas. Frank sent son poing dévié, perdant sa cible. Frank lance une combinaison classique, jab direct crochet. 3 coups rapides, poids du corps vers l'avant, intention de KO sur le 3e. Le jab fend l'air vers le nez de Bruce. La main droite de Bruce exécute un Paksao, déviant le coup hors de la ligne centrale. Avant que Frank ne puisse rétracter son bras, Bruce a déjà réduit la distance et explose avec un straight blast, 3 coups rectilignes consécutifs. Le premier frappe le sternum, le second la base de la gorge, le 3e le menton. La vitesse est telle que les 3 impacts sonnent comme un seul coup étouffé. La tête de Frank bascule en arrière. Il tente de reculer, mais ses jambes sont encore engagées dans son avance. Déséquilibre. Bruce ne poursuit pas immédiatement. Il attend 0,2 de seconde, lisant la réaction. Frank titube d'un demi-pas, garde brisée, bouche ouverte cherchant l'air. 3 secondes se sont écoulées. Frank tente de se regrouper, de remonter sa garde, mais son corps ne répond pas avec sa vitesse habituelle. Les coups à la gorge ont affecté sa respiration. Bruce lit l'hésitation et exécute un low side kick, un coup de pied latéral bas qui frappe la cuisse avant gauche de Frank exactement sur le nerf fémoral. L'impact produit un son sec de chair se comprimant contre l'os. La jambe de Frank cède partiellement. Son genou plie involontairement. Il ne tombe pas mais perd sa base. Son poids bascule vers la droite. Il tente de pivoter pour récupérer sa position, mais Bruce est déjà hors de l'angle de contre-attaque. Frank tourne la tête pour chercher où est passé Bruce. Il le trouve à 1 demi-mètre sur sa gauche, en posture latérale, main droite étendue, attendant. La respiration de Frank est saccadée. Il comprend le danger. Il lance un crochet désespéré. 6 secondes. Le crochet de Frank fend l'air vide, et l'élan de son propre bras le fait pivoter de 15 degrés au-delà du nécessaire. Son flanc gauche est exposé pendant une demi-seconde. Bruce Lee ne gaspille rien. Il exécute un hook kick,
Un coup de pied en arc qui voyage de bas en haut, frappant le côté du cou de Frank juste sous la mâchoire. Ce n'est pas un coup de puissance maximale, c'est un coup de précision. Il frappe le sinus carotidien, zone contrôlant le flux sanguin vers le cerveau. L'impact désarme le système d'équilibre de Frank. Sa vision se brouille, ses jambes perdent leur coordination. Son centre de gravité disparaît. Il bascule latéralement, les bras s'ouvrant pour chercher un appui inexistant. Son genou droit touche le tatami en premier, puis sa main gauche. Il est sur 3 appuis, tête basse, respiration bruyante, conscience présente, mais motricité compromise. 8 secondes et demie. Bruce Lee a une fenêtre de 2 secondes. Frank est vulnérable, incapable de se défendre. Ce serait le moment de finaliser avec des frappes au sol, le ciment de la domination. Tout boxeur le ferait. Tout combattant de rue le ferait. Bruce Lee fait 2 pas en arrière. Il abaisse ses 2 mains en position neutre sur les côtés. Il respire profondément, expire de manière contrôlée. Il reste debout, relaxé, observant Frank qui tente de traiter ce qui vient d'arriver. Bruce ne célèbre pas, ne provoque pas, ne parle pas. Il attend simplement. Le choix de ne pas achever est plus éloquent que n'importe quel coup supplémentaire. Il aurait pu continuer. Il a choisi de ne pas le faire. Silence absolu dans l'académie. Même la radio semble s'être tue. Quelqu'un respira bruyamment. Frank lève la tête, regarde Bruce à travers sa vision trouble, et comprend. 9 secondes totales. Frank reste sur un genou et une main pendant encore 10 secondes. Sa respiration ralentit progressivement. Il cligne des yeux plusieurs fois pour éclaircir sa vision. De la salive s'écoule du coin de sa bouche. Sa main droite monte vers son cou, tâte la zone où le coup a porté. La douleur lancinante confirme la réalité de l'impact. Il tente de se lever, parvient à se mettre sur les 2 genoux, s'arrête encore. Pas par incapacité physique complète, mais par effondrement psychologique. Il a traité la vitesse de ce qui s'est passé. Moins de 10 secondes entre la confiance et l'humiliation. Il se lève enfin, en équilibre sur des jambes tremblantes. Il regarde Bruce Lee qui est toujours immobile, les mains sur les côtés. Frank ouvre la bouche comme pour parler, puis la referme. Il détourne le regard, ramasse son t-shirt sans regarder personne. Il s'assoit contre le mur. Les spectateurs restent figés dans des positions légèrement différentes de celles qu'ils occupaient au début. Certains ont la bouche bée, avec l'expression de ceux qui ont vu un accident au ralenti. D'autres froncent les sourcils, traitant l'incompatibilité entre l'attente et le résultat. 2 hommes échangent un regard rapide, choc partagé. Personne ne rit, personne n'applaudit, personne ne commente. Le silence a une texture physique, un poids. Un pratiquant noir dans la trentaine croise les bras plus fort, hoche la tête une fois lentement, signe de reconnaissance. Un des collègues de Frank fait 2 pas vers lui mais s'arrête, incertain. Le propriétaire de la salle se lève, marche vers le centre du tatami et s'arrête à 3 mètres de Bruce Lee. Il l'observe pendant 5 secondes complètes, avant de parler d'une voix basse mais claire. « Vous donnez des cours particuliers ?» Bruce répond « Oui ». Bruce Lee regarde ses 3 élèves encore collés au mur. Il fait un geste de la tête indiquant qu'ils peuvent de revenir. Ils s'approchent en hésitant, regardant entre Bruce et Frank comme si un faux mouvement pouvait relancer l'affrontement. Bruce reprend sa position d'enseignement comme si l'interruption n'avait jamais eu lieu. Voix calme, didactique. Paksao fonctionne parce qu'il utilise une force minimale pour rediriger la force maximale reçue. Ce n'est pas un blocage, c'est une déviation. Il démontre le mouvement lentement. Ses élèves observent avec une attention renouvelée, presque révérencieuse. Ce qui était une théorie abstraite est maintenant une connaissance validée. L'un d'eux pose une question sur le coup de pied. Bruce explique l'anatomie du nerf fémoral comme un professeur de biologie. Cette dissonance entre la violence exécutée et la pédagogie reprise déconcerte les spectateurs. Ils reçoivent une leçon d'anatomie. 20 minutes après l'affrontement, 4 pratiquants s'approchent de Bruce Lee séparément. Aucun ne mentionne Frank directement. Ils demandent les horaires des cours, le coût mensuel, s'il accepte les débutants sans expérience. L'un d'eux, un boxeur amateur, pose des questions précises sur le straight blast. Bruce répond avec patience, démontre l'angle et la trajectoire, explique l'importance de la structure corporelle. L'homme note mentalement. Avant de quitter la salle, 3 d'entre eux prennent l'adresse de l'école de Bruce Lee. La semaine suivante, 2 apparaissent pour un cours d'essai. Frank ne revient pas à l'académie pendant 17 jours. Quand il revient, il s'entraîne seul dans un coin, évite les entraînements ouverts. Lorsqu'il croise Bruce Lee les mois suivants, il hoche brièvement la tête. Le commentaire racial ne se répète jamais. La hiérarchie sociale a été silencieusement réécrite. L'histoire circule par les témoins avec des détails croissants. Dans la communauté des arts martiaux d'Oakland et de San Francisco, plusieurs versions émergent. Certains disent 5 secondes, d'autres 15.
Certains exagèrent en disant que Frank a perdu connaissance. Mais le noyau factuel reste cohérent. Un petit instructeur chinois a battu un grand boxeur américain en moins de 10 secondes en utilisant une technique inconnue et a choisi de ne pas l'humilier. Cette seconde partie impressionne plus que le chaos technique. Elle valide Bruce Lee non seulement comme combattant mais comme professeur doté d'un code moral. Les maîtres de karaté traditionnels écoutent toute l'histoire avec scepticisme, puis avec curiosité. Certains visitent son école. Les élèves sino-américains qui hésitaient à pratiquer par peur de confirmer un stéréotype ont maintenant un contre-récit. Ils n'ont plus besoin de baisser la tête. Des décennies plus tard, alors que Bruce Lee est déjà un mythe mondial, ce type de confrontation sera relaté des centaines de fois par des témoins. Les détails varient, les noms changent, mais le schéma reste identique. Un défi sceptique, un affrontement rapide, une victoire technique, un refus de l'humiliation. Ce qui a commencé comme un incident isolé devient le modèle de la réponse à la discrimination sans reproduire la violence du discriminateur. Les jeunes Asiatiques grandissant dans des quartiers hostiles apprennent que la dignité n'exige pas la destruction de l'adversaire. La compétence démontrée avec un contrôle moral vaut plus qu'un chaos brutal sans but éducatif. La question qui résonne au-delà de l'histoire n'est pas « peux-tu gagner ?», mais « quand tu gagneras, que feras-tu de ta victoire ?» La réponse définit le genre de personne que vous choisissez d'être quand le pouvoir est de votre côté.